Dans cette présentation, nous allons passer en revue les divers types de charges qui sollicitent les bâtiments. Chaque structure est sollicitée par un ensemble de forces que nous allons appeler des charges. La plupart sont des charges de gravité, comme par exemple le poids propre d'un bâtiment, de son mobilier et de ses occupants. D'autres charges vont plutôt être liées à l'environnement, comme par exemple la charge de neige, la charge de vent ou la charge sismique. Par commodité, nous allons distinguer deux types de charges selon leur durée. Les charges mortes, que nous allons aussi appeler des charges permanentes, sollicitent la structure en permanence et sont généralement assez faciles à évaluer. À l'inverse, les charges vives, que nous allons aussi appeler des surcharges, sont variables en intensité et en durée, de sorte qu'il est beaucoup plus difficile de les évaluer avec exactitude. Les charges mortes regroupent principalement le poids propre du bâtiment, c'est-à-dire le poids de la charpente, de son enveloppe et du mobilier fixe, le poids des équipements mécaniques, c'est-à-dire tous les équipements de plomberie, d'électricité, de chauffage, de climatisation, etc., ainsi que la poussée des terres sur les murs de fondation. Les charges vives, pour leur part, vont regrouper principalement la charge d'utilisation, la charge de neige, la charge de vent et la charge sismique. Et les charges concentrées qui s'appliquent sur un point précis de la structure et qui s'expriment en kilonewtons, comme par exemple ici à l'écran, on a un exemple de charge concentrée avec une personne qui se tient debout au centre d'une poutre. Des charges réparties qui vont s'appliquer sur une plus grande surface et qui vont être exprimées en kilonewtons par mètre carré de surface de plancher. Donc ici, on a un exemple d'une charge répartie sur une poutre où on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont réparties plus ou moins uniformément sur toute la surface de la poutre. Dans le système impérial d'unités, les forces sont exprimées en livres. Par contre, dans le système international, la masse est exprimée en kilogrammes, l'accélération en mètres par seconde au carré, et les forces vont alors être exprimées en newtons. Conformément à la deuxième loi de Newton, la force F est alors égale au produit de la masse m par l'accélération a, selon l'expression F égale à ma. Par définition, on a donc que 1 newton égale 1 kg mètre par seconde carré. Les forces de gravité sont obtenues en multipliant la masse par l'accélération gravitationnelle qui est égale à 9,81 mètres par seconde carré. Donc, pour une masse de 1 kg, on obtient donc une force qui va être égale à 1 kg fois 9,81 mètres par seconde carré. Donc, ça va donner une force de 9,81 newton. Si on arrondit l'accélération gravitationnelle à 10 mètres par seconde carré, cela signifie qu'une force de 1 newton correspond approximativement à une masse de 100 grammes, ce qui est très faible. Comme le newton est une unité de mesure très petite, pour plus de commodité, les ingénieurs structure préfèrent exprimer les forces en kilonewtons. Donc, par définition, on a que 1 kN égale 1000 newtons. Donc, ça nous donne qu'une force de 1 kN correspond approximativement au poids d'une masse de 100 kg, ce qui est à peu près égal au poids d'un joueur de football. Donc, pour situer un ordre de grandeur, 1 kN, c'est environ égal au poids d'un joueur de football. Les poids vont parfois être exprimés aussi en tonnes. Par définition, une tonne correspond à 1000 kg ou 10 kN, ce qui correspond aussi approximativement au poids d'une petite voiture compacte. Donc, on peut aussi exprimer les forces en tonnes. Donc, lorsqu'on va parler d'une force de 1 tonne, ça va représenter environ 10 kN ou, si vous préférez, environ le poids d'une petite voiture compacte. Intéressons-nous tout d'abord aux charges mortes. Nous savons que les charges mortes sont principalement associées au poids du bâtiment. Donc, à partir des plans de construction, il va être relativement facile de calculer le poids propre des diverses composantes d'un bâtiment, moyennant quelques approximations. Le poids des équipements mécaniques fait aussi partie de la charge morte. Ces équipements varient beaucoup d'un bâtiment à l'autre, mais en première approximation, le tableau qui est donné à la page 10 va nous donner des ordres de grandeur raisonnables. Le poids de quelques matériaux de construction d'usage courant ainsi que celui de quelques systèmes constructifs sont donnés au tableau des pages suivantes. Des données plus complètes peuvent être facilement obtenues dans diverses publications, comme par exemple le Handbook of Steel Construction, publié par l'Institut canadien de la construction en acier. Ici, j'aimerais faire une remarque importante. Je voudrais dire que pour les charpentes en acier en poids, on peut négliger le poids de la charpente, c'est-à-dire l'ensemble des poutrelles, des poutres et des poteaux lors du dimensionnement préliminaire,
puisque ce poids représente rarement plus de 5% de la charge totale. Donc, même si on le néglige, ça n'aura pas une très grande incidence sur le résultat qu'on obtient. Et en ce qui nous concerne, comme on se limite à du dimensionnement préliminaire, c'est tout à fait raisonnable. Nous voyons à l'écran un tableau qui nous donne la masse volumique de quelques matériaux de construction d'usage courant. On voit par exemple que dans le cas de l'eau, l'eau a une masse volumique de 1000 kg par mètre cube, ce qui signifie que si on a 1 mètre cube d'eau, ça va représenter une charge de 10 kN. Si on regarde d'autres matériaux comme le bois, par exemple, le bois va avoir une masse volumique qui va varier selon les essences, ça va varier de 350 à 750 environ, mais disons pour les essences couramment utilisées au Québec, on a une masse volumique d'environ 550 kg par mètre cube. On voit que c'est environ 2 fois plus léger que l'eau, donc ce qui explique que le bois flotte, et ça nous donne une charge correspondante de 5,5 kN par mètre cube. L'acier, qui est le matériau de construction le plus utilisé avec le bois et le béton, on voit que l'acier est très lourd, donc on a une masse volumique de 7850 kg par mètre cube, ce qui est presque 14 fois plus élevé que le bois. C'est-à-dire que pour un même volume de matériaux, l'acier va être environ 14 fois plus lourd que le bois. Par contre, étant donné que l'acier est très résistant et qu'on va en utiliser très peu, ce qui est paradoxal, c'est que même si l'acier est un matériau très lourd, en fait, les charpentes en acier sont très légères parce qu'on utilise très peu de matériaux. Donc, on pourrait donner aussi l'exemple de la neige. Le poids de la neige va dépendre de son état. Donc, on voit ici que lorsque la neige est fraîchement tombée après une bordée de neige, la masse volumique est très faible, est environ 130 kg par mètre cube. Cette masse volumique-là va monter jusqu'à 550 kg par mètre cube lorsqu'elle va être mouillée. Mais disons, ce qu'on retrouve généralement sur les toitures ou sur le sol, c'est une neige qui est sèche mais compacte. Donc, cette neige-là va avoir une masse volumique d'environ 300 kg par mètre cube. Ce qui signifie que si sur une toiture, par exemple, j'ai une épaisseur d'1 mètre de neige, ben, ça va représenter une charge de 300 kg par mètre carré ou, si vous préférez, de 3 kN par mètre carré. Dans ce deuxième tableau, nous donnons le poids de quelques systèmes constructifs également d'usage courant. On voit par exemple qu'un plancher à plateforme en bois, c'est la construction qu'on utilise dans les maisons en bois ici au Québec, mais on voit que c'est très léger. On a une masse surfacique de 40 kg par mètre carré, c'est-à-dire si je découpais 1 mètre carré de plancher dans une maison, ben ce mètre carré de plancher-là représenterait un poids d'environ 40 kg. Je vais voir que dans les charpentes métalliques usuelles, c'est-à-dire genre un pontage métallique avec une dalle de béton de 10 cm, là, ce qui est le plus courant, ça va être 5 fois plus lourd. Ça va représenter une charge de 200 kg par mètre carré de surface de plancher. Dans le bas du tableau, on a également les masses surfaciques pour certains systèmes constructifs de murs. Donc, on voit que, par exemple, si j'utilise un mur rideau en verre, ça peut varier évidemment selon le type de mur que j'utilise, mais en gros, ça va représenter une masse d'environ 120 kg par mètre carré. Donc, ça veut dire que si je prends 1 mètre carré de mur, ce mètre carré-là va peser environ 120 kg, ce qui me donne une charge correspondante de 1,2 kN par mètre carré. Donc, à partir de ce tableau et du tableau de la page précédente, ben pour les cas les plus usuels, les plus courants, on peut estimer assez facilement la charge morte d'une structure si on en connaît la composition. Le poids des équipements de mécanique, comme nous l'avons dit précédemment, va bien sûr varier d'un projet à l'autre. Cependant, première approximation, on peut adopter les valeurs suivantes selon le type de projet. Donc, pour un projet d'habitation, on va considérer que le poids des équipements de mécanique est négligeable. Pour un édifice à bureau, on va considérer que le poids des équipements de mécanique correspond environ à 25 kg par mètre carré. Pour un bâtiment de moyenne importance, par exemple un musée, ben là, cette charge-là va monter à environ 50 kg par mètre carré. Et pour un bâtiment de grande importance, on a beaucoup d'éléments de mécanique, par exemple pour un hôpital, ben ça peut monter jusqu'à environ 100 kg par mètre carré.
Donc, en première approximation, on peut utiliser ces valeurs-là. Les valeurs qui sont données au tableau précédent prennent aussi en compte le poids des cloisons sèches. Donc, les différentes cloisons qu'on va faire dans le bâtiment, on peut considérer que leur poids est inclus dans ces valeurs-là. Après les charges mortes, les principales charges qui vont s'exercer sur un bâtiment vont être les charges d'utilisation. En fait, les charges d'utilisation sont les charges associées aux usagers qui vont utiliser le bâtiment. Il s'agit évidemment de charges vives parce que ces charges sont variables en intensité et en durée et elles sont évidemment difficiles à évaluer précisément. C'est pourquoi le Code national du bâtiment du Canada va imposer aux architectes et aux ingénieurs de prendre en compte certaines valeurs numériques pour les charges d'utilisation dans la conception des bâtiments. Le tableau de la page suivante va donner quelques charges d'utilisation courantes telles que prescrites par le CNB. Ces valeurs incluent le poids des occupants du bâtiment, mais aussi celui du mobilier mobile. On peut obtenir des valeurs plus complètes en consultant le CNB ou des codes de construction étrangers. Il faut noter aussi que ces valeurs sont très conservatrices et tentent d'évaluer la charge maximale que pourrait solliciter une partie du bâtiment durant sa durée de vie utile. En réalité, la charge réelle que le bâtiment devra supporter est habituellement bien inférieure à celle qui est définie par le CNB. En effet, des études statistiques ont démontré que la charge réelle d'utilisation excède rarement 40% de la charge qui est prévue par le Code. Par exemple, la charge d'utilisation dans une salle de classe est égale à 240 kg par mètre carré, ce qui correspond environ à 3 personnes de 80 kg sur chaque mètre carré sur toute la surface du plancher. Donc, il est peu probable que dans une salle de classe, on atteigne réellement une charge aussi élevée. Le tableau qui est affiché à l'écran nous montre quelques-unes des charges d'utilisation qui sont définies par le Code national du bâtiment. Donc, on peut remarquer, par exemple, que dans le Code des édifices à habitation, la charge d'utilisation qui est spécifiée par le Code est relativement faible. Elle est égale à 190 kg par mètre carré, ou si vous préférez, 1,9 kN par mètre carré. Cette charge-là va être plus grande, par exemple, dans le cas des édifices à bureau, elle va être légèrement plus grande, elle va être égale à 240 kg par mètre carré pour un édifice à bureau. Si on va dans des endroits où on peut mettre beaucoup de gens debout, c'est possible de mettre beaucoup plus de personnes par unité de surface de plancher, comme par exemple un auditorium, un gymnase ou un musée, on s'aperçoit que là, la charge est doublée par rapport à un édifice à bureau et qu'on nous demande de prendre en compte une charge d'utilisation de 480 kN par mètre carré. On peut donner un dernier exemple avec le cas d'une bibliothèque. Dans le cas d'une bibliothèque, le Code va distinguer les espaces réservés aux salles de lecture aux espaces réservés au rayonnage. Donc, dans le cas des espaces réservés aux salles de lecture, la charge d'utilisation est à peu près la même que celle définie pour les bureaux. Elle est égale à 290 kN par mètre carré, parce qu'on a des tables et les gens travaillent assis à des tables. Par contre, dans le cas des espaces réservés au rayonnage, comme le papier est un matériau qui est lourd, le poids des livres va exercer une charge importante sur le plancher. Et à ce moment-là, la charge d'utilisation définie par le CNB va être très importante dans le cas des espaces de rayonnage. Le CNB nous demande de prendre en compte une charge de 720 kg par mètre carré. Donc, on pourrait avoir des valeurs plus précises en consultant le CNB, mais ça nous donne une bonne idée du genre de charge d'utilisation qu'on doit prendre en compte dans la conception de nos structures. Au Canada, comme dans tous les pays nordiques, la neige qui s'accumule sur les toitures constitue également une charge importante à prendre en compte dans la conception des structures. Le Code national du bâtiment du Canada a à cet égard recensé des données météorologiques pour l'ensemble du territoire canadien et définit la charge à neige à prendre en compte dans le calcul des structures. Cette charge correspond au poids maximal de neige qui est susceptible de survenir en moyenne une fois à tous les 50 ans. Le tableau de la page suivante donne à titre d'exemple la charge de neige pour quelques villes canadiennes. Des données plus complètes peuvent être obtenues à l'annexe C du Code national du bâtiment ou dans d'autres codes de construction
pour d'autres localités. Je dois mentionner que dans les cas où on n'a pas de charge de neige, on est dans une région plus au sud où il n'y a pas de neige, bien, le Code national du bâtiment, comme la majorité des codes de construction d'ailleurs, demande de prendre en compte une charge minimale de 100 kg par mètre carré. D'ailleurs, si vous regardez le tableau de la page précédente, pour les charges d'utilisation, vous allez voir dans le bas du tableau que pour les toits, on spécifie une charge minimale de 100 kg par mètre carré. Donc, si on construit au sud des États-Unis ou en France, par exemple, bien, c'est cette charge-là qu'on va prendre en compte pour la toiture. Le tableau à l'écran nous donne les charges de neige au sol pour quelques villes canadiennes. On voit, par exemple, qu'à Calgary, la charge de neige n'est pas très élevée. On a une charge de neige qui correspond à 110 kg par mètre carré. À Toronto, elle n'est pas très élevée non plus. On est à 150 kg par mètre carré. À Québec, on voit qu'on a des accumulations de neige beaucoup plus importantes, avec 380 kg par mètre carré. Coudjouac, dans le nord du Québec, a aussi beaucoup plus de neige, avec 460 kg par mètre carré. Puis finalement, on peut mentionner Cape Harrison, qui est situé au Labrador, qui a le record canadien des accumulations de neige, avec une charge de neige de 610 kg par mètre carré. Donc, si vous regardez d'une localité à l'autre, bon, on a des variations importantes, et même sur des relativement courtes distances géographiques, on peut avoir des variations importantes. Donc, encore une fois, pour avoir les valeurs pour d'autres villes, vous pouvez consulter l'annexé du CNB. Ici à l'écran, on a quelques photos qui montrent bien que l'accumulation de neige sur les charges de neige qui figurent au tableau précédent correspondent à l'accumulation de neige qu'on observe au sol en terrain plat. Cependant, la géométrie des bâtiments ainsi que leur orientation par rapport au vent va modifier l'écoulement du vent autour d'eux, de sorte que les accumulations de neige ne seront pas toujours réparties uniformément sur toute la surface du bâtiment ou de son entourage. En fait, la neige qui est transportée par le vent obéit aux lois de l'aérodynamique, ce qui fait qu'elle va avoir tendance à peu se déposer aux endroits où l'air est accéléré, mais à l'inverse, elle va former des accumulations importantes où le vent perd de la vitesse. Si on prend par exemple le cas d'une toiture avec une dénivelée, comme on a illustré ici à l'écran, ben, ce type de géométrie-là peut entraîner une accumulation de neige importante. En effet, si le toit inférieur est situé dans la direction abritée du vent, bon, on va avoir une accumulation de neige importante sur le toit inférieur. Cette accumulation de neige-là peut même aller jusqu'à plus de 3 fois l'épaisseur moyenne de neige. À l'inverse, la charge de neige peut être réduite, par exemple, pour les toitures avec une pente supérieure à 30 degrés, car le glissement de la neige va alors réduire son accumulation. Lorsque la pente du toit excède 70 degrés, en fait, on n'observe aucune accumulation de neige parce que toute la neige qui tombe sur le toit va glisser et ne va pas rester. Pour les bâtiments usuels, le chapitre 4 du Code national du bâtiment propose des méthodes simplifiées pour prendre en compte ces accumulations. Dans le cadre du cours, on va pas aborder cet aspect-là. On va se limiter à la charge moyenne. Il faut savoir aussi que pour les projets plus importants, les accumulations de neige peuvent être évaluées à partir d'essais en soufflerie. Au Canada, le principal laboratoire qui fait ce type d'essai-là est situé à Toronto. Les charges de vent constituent une autre charge importante auxquelles sont exposés pratiquement tous les bâtiments. À l'écran, ici, on voit une figure qui montre la relation entre la vitesse du vent et la pression qu'il exerce sur une surface verticale. On constate, en regardant cette figure, que la pression augmente proportionnellement au carré de la vitesse du vent et que pour des vitesses supérieures à 100 km à l'heure, la pression va excéder 50 kg par mètre carré. Comme pour la neige, à partir de recensement de données météorologiques, le Code national du bâtiment définit la force maximale du vent à prendre en compte dans les calculs de structure au Canada. Cette force correspond en fait à la pression horaire moyenne exercée sur une surface verticale qui est susceptible de survenir une fois à tous les 30 ans. Le tableau de la page suivante donne les charges de vent pour quelques villes canadiennes.
Des données plus complètes peuvent être obtenues à l'annexe C du Code national du bâtiment ou dans d'autres codes de construction étrangers. La force du vent augmente avec l'altitude et, lorsqu'il contourne un obstacle, la traînée aérodynamique provoque un effet de succion sur la toiture ainsi que sur la face verticale abritée du vent. C'est ce qu'on a représenté ici schématiquement à l'écran avec la vue en élévation d'un bâtiment. Donc, on voit que le mur qui est exposé au vent va subir une pression sous l'effet du vent, alors que le mur qui est abrité du vent, le mur à droite sur notre illustration, va subir un effet de succion. De la même façon, parce que l'air est accéléré au-dessus du bâtiment, la toiture va également subir un effet de succion. Donc, on va avoir une force de succion qui va être dirigée vers le haut. C'est ce qui explique que dans les régions où on a des ouragans, il arrive que les toitures soient arrachées lors du passage de l'ouragan dû à cette succion. Pour certains éléments architecturaux, comme les revêtements extérieurs et les garde-corps, par exemple, le CNB recommande d'utiliser des pressions considérablement plus élevées que la pression horaire moyenne pour tenir compte des rafales de vent qui ne durent que quelques secondes et qui sollicitent une surface restreinte du bâtiment. Le tableau de la page suivante donne les charges de vent pour quelques villes canadiennes. Le tableau qui figure à l'écran nous donne les charges de vent pour quelques villes canadiennes. Dans ce tableau, on a deux colonnes. La colonne de gauche nous donne la pression horaire moyenne. C'est la valeur qu'on va utiliser pour le dimensionnement des charpentes de bâtiments, alors que la colonne de droite nous donne les pressions associées aux rafales de vent. C'est les valeurs qu'on utiliserait pour dimensionner certains éléments architecturaux particuliers, comme des garde-corps, par exemple. Donc, en regardant ce tableau, on constate facilement que la charge de vent est très variable selon l'emplacement géographique. Par exemple, à Vancouver, où on est exposé au vent du Pacifique, la charge de vent est importante avec une pression horaire moyenne de 0,77 kN par mètre carré. Par contre, à Toronto, cette charge-là est environ 2 fois inférieure avec 0,39 kN par mètre carré, car la ville est beaucoup moins exposée au vent. À Québec, on a également des charges de vent importantes avec 0,58 kN par mètre carré. Et on peut mentionner aussi le cas de Coudjouac, où les charges de vent sont très importantes avec une pression horaire moyenne de 0,81 kN par mètre carré, car la ville est très exposée au vent. La géométrie d'un bâtiment, et en particulier la forme de sa toiture, va influencer l'écoulement du vent autour du bâtiment et par extension les forces qui s'exercent sur celui-ci. À l'écran, on voit ici une représentation schématique des cas usuels où on a une toiture plate. Dans ces cas-là, le CNB stipule qu'un bâtiment doit être en mesure de résister à l'action d'une pression égale à 75% de la pression horaire moyenne sur la façade exposée au vent et à une succion égale à 55% de la pression horaire moyenne sur la façade abritée du vent. Donc, au total, la charge horizontale qui va s'exercer sur le bâtiment va être égale à 1,3 fois la pression horaire moyenne. Il nous faut maintenant dire quelques mots à propos des charges sismiques. En effet, les charges sismiques, comme les charges de vent, vont générer des efforts horizontaux dans les charpentes de bâtiments. En fait, les charges sismiques résultent de l'accélération horizontale du sol lors d'un tremblement de terre. Cette accélération va induire des efforts internes importants dans les charpentes de bâtiments. Les charges sismiques dépendent de plusieurs facteurs, dont principalement le poids du bâtiment, la nature du sol et la capacité de la charpente à dissiper de l'énergie. Au Canada, les charges sismiques constituent une préoccupation importante et font l'objet de nombreuses exigences dans les codes de calcul nationaux. Cependant, le calcul parasismique est une science complexe que nous n'aborderons pas dans ce cours d'introduction à la conception de structures. Par souci de sécurité et afin de prévoir l'imprévisible, comme par exemple des surcharges plus fortes que prévues, des erreurs de calcul, des malfaçons ou des vices de construction, des défaillances de matériaux, des cas de charge imprévus, etc., pour toutes ces raisons, les charges vont être majorées par un facteur de sécurité
qui est en fait un facteur d'ignorance. Dans ce contexte, les charges mortes vont être majorées de 25%, alors que les charges vives vont être majorées de 50%. On constate que le facteur de majoration est plus élevé pour les charges vives que pour les charges mortes, tout simplement parce que ces charges sont plus difficiles à évaluer avec précision. Donc, on va avoir que W indice F va être égal à 1,25 fois W indice D plus 1,5 fois W indice L, où W indice F représente la charge totale, W indice D va représenter la charge morte et W indice L va représenter la charge vive. Jusqu'à maintenant, nous avons passé en revue les principales charges qui vont solliciter nos structures. Et nous avons vu également comment on pouvait évaluer grossièrement ces charges. Maintenant, nous allons nous intéresser à la façon dont les charges vont cheminer à travers la structure pour être amenées au niveau des fondations. Donc ici à l'écran, on a représenté schématiquement une charpente métallique typique. Donc sur l'illustration, on voit des semelles de fondation qui supportent des poteaux en acier. Les poteaux supportent eux-mêmes une série de poutres principales. Les poutres supportent une série de poutrelles secondaires qui sont orientées perpendiculairement aux poutres. Et par-dessus les poutrelles, on aura un pontage métallique recouvert d'une dalle de béton. Pour simplifier l'illustration, nous n'avons pas représenté le pontage ici sur l'illustration. Donc, si on regarde le cheminement des charges, ici on a représenté à l'écran en jaune une petite portion de plancher, une petite portion de pontage qui représente le plancher. Donc, sur cette portion de plancher-là, on va avoir une charge qui va s'appliquer, qui va être le poids propre de la structure, plus la charge d'utilisation, le poids des occupants. Donc, c'est représenté par la flèche rouge ici, qui représente la charge qui s'applique sur cette surface de plancher. Cette charge-là va être amenée au niveau des poutrelles, et les poutrelles vont acheminer la charge vers les poutres. C'est ce qui est représenté ici par les flèches rouges. Donc, on voit que la charge est transmise aux poutrelles qui la redirigent vers les poutres principales. Donc, au niveau des poutres principales, on va avoir deux charges qui vont être transmises aux poutres principales, qui sont représentées ici par les flèches bleues. Donc, par la suite, la poutre principale va acheminer ces charges-là vers les poteaux principaux. C'est ce qui est illustré ici. Les poteaux vont reprendre les charges, les grosses flèches rouges ici illustrées à l'écran. Et cette charge-là va être amenée jusqu'au niveau des fondations, ce qui est représenté ici par les flèches mauves. Donc, on voit qu'à partir du point d'application de notre charge sur l'élément de plancher, la charge va cheminer respectivement par le pontage, par les poutrelles, par les poutres principales et par les poteaux pour être amenée jusqu'au niveau des fondations. Jusqu'à maintenant, nous avons passé en revue les différents types de charges qui vont solliciter. Nous avons représenté ici à l'écran une charpente métallique constituée de poutres. Pour mieux visualiser le cheminement des efforts à travers la structure, nous avons présenté en jaune une partie du pontage qui recouvre les poutrelles. Lorsqu'on va appliquer une charge sur ce pontage-là, comme c'est représenté ici par la flèche rouge, le pontage va travailler en flexion pour amener les efforts au niveau des poutrelles. Et les poutrelles vont elles-mêmes travailler en flexion pour amener les efforts au niveau des poutres. Les poutres vont travailler en flexion pour amener les efforts au niveau des poteaux. Et les poteaux vont travailler en compression pour amener les efforts au niveau des semelles de fondation. Donc, si on regarde, quel que soit l'endroit du plancher qu'on considère, lorsqu'on va appliquer une charge sur le plancher, la charge va d'abord être transmise en flexion par le pontage qui va la ramener aux poutrelles. Les poutrelles vont travailler en flexion pour amener cette charge-là aux poutres. Les poutres vont travailler en flexion pour ramener cette charge-là en poteau. Et les poteaux vont travailler en compression pour amener la charge jusqu'au niveau des semelles de fondation. Donc, c'est la façon dont les charges vont cheminer dans nos planchers. Maintenant, si on s'intéresse au cheminement des charges dans les poteaux, on constate que la charge va cheminer du haut vers le bas jusqu'au niveau des fondations.
Donc, à l'écran ici, nous avons représenté schématiquement un poteau qui supporte 3 planchers et qui est appuyé sur une semelle de fondation. Donc, si on regarde la façon dont les charges vont cheminer à travers ce système-là, on va avoir tout d'abord à l'étage supérieur des charges réparties sur le plancher. Donc, si on remplace l'ensemble des charges réparties sur le plancher par une charge résultante, bien, cette charge résultante-là va créer un effort de compression dans le poteau qui est représenté ici par la flèche bleue. Lorsqu'on va descendre à l'étage supérieur, bien, on va avoir également une charge répartie sur toute la surface du plancher. Donc, et on va avoir une charge concentrée qui vient du poids du plancher supérieur. Donc, le poteau qui est en dessous du deuxième plancher va supporter en fait une charge qui est égale à la somme de la charge résultante qui est appliquée sur le deuxième plancher, plus la charge qui provient de l'étage supérieur. Donc, ça va nous donner une charge ici concentrée plus grande qui va être appliquée au poteau du deuxième étage. Si on descend encore, bon, on va rajouter également la charge qui est appliquée sur le plancher du premier étage, qu'on va pouvoir remplacer par une charge équivalente, à laquelle on va additionner l'effort de compression dans le poteau qui vient des étages supérieurs. Donc, ça va nous donner une charge de compression encore plus grande dans le poteau de l'étage inférieur. Et finalement, on va avoir sous la semelle de fondation, on va avoir une pression qui va être générée, qui va faire en sorte que la résultante de la pression générée sous la dalle de fondation va créer un effort vertical qui va être égal à la charge dans le poteau, mais de direction opposée, pour assurer l'équilibre statique. Donc, à un étage donné, le poteau va supporter la charge de tous les... Après avoir décrit la façon dont les charges verticales vont cheminer à travers notre structure, nous allons maintenant nous intéresser au cheminement des charges horizontales. Nous savons que lorsqu'un bâtiment est exposé au vent, celui-ci va exercer une pression sur les murs de la face exposée au vent ainsi qu'une succion sur les murs de la face qui est abritée du vent. Les murs vont transmettre cette force horizontale au plancher qui vont agir eux-mêmes comme des diaphragmes pour transmettre la résultante des forces horizontales aux éléments de contreventement verticaux qui eux-mêmes vont acheminer les efforts jusqu'au niveau des fondations. Donc, un diaphragme est défini comme un élément structural plat, par exemple un plancher, une plaque ou une coque, qui est considéré comme infiniment rigide et indéformable dans son plan. C'est le cas des planchers. Donc, on considère que les planchers, dans leur plan, ils sont infiniment rigides et indéformables, ce qui fait qu'ils vont être capables, que quel que soit le point d'application de la charge horizontale, de prendre cette charge horizontale-là et de la ramener au niveau des éléments de contreventement, peu importe où ces éléments de contreventement sont placés. Pour illustrer le cheminement des efforts horizontaux, nous avons représenté ici schématiquement un bâtiment qui est constitué de 5 planchers qui reposent sur un système de contreventement qui est formé de 2 cadres triangulés à chacune des extrémités du bâtiment. Donc, si on s'intéresse à la façon dont les efforts vont cheminer, on va considérer le cas où le vent sera dirigé ici de gauche à droite sur l'illustration. Donc, lorsque le vent va souffler sur le bâtiment, les murs vont travailler en flexion pour amener les efforts de vent au niveau des planchers. Donc, on va avoir, par exemple, l'effort de vent qui va être amené au niveau du plancher supérieur. Donc, on a un effort de compression sur la face gauche du bâtiment et un effort de succion sur la face droite du bâtiment. Donc, ces efforts-là vont cheminer à travers le plancher qui va travailler comme un diaphragme et le plancher va ramener ces efforts-là au niveau de nos contreventements entrayés. Donc, on va avoir la moitié de la charge horizontale totale qui va être ramenée au contreventement de gauche et l'autre moitié de la charge totale qui va être ramenée au contreventement de droite. Les diagonales vont travailler en tension, qui est représentée ici par la flèche bleue sur l'illustration, pour amener cet effort-là à l'étage inférieur. Donc, les diagonales vont ramener ces efforts-là à l'étage inférieur. Donc, ça va générer un effort de compression dans notre contreventement entrayé à l'étage inférieur. Sur cet étage inférieur-là, on va aussi avoir des charges de vent qui vont s'appliquer des deux côtés.
de notre bâtiment, hein, une pression du côté gauche et une succion du côté droit. Et comme pour l'étage supérieur, ben, ces efforts-là vont se transmettre à travers le plancher pour être amenés au niveau des contreventements. Donc, ça va nous faire deux efforts représentés ici par les flèches bleues. Les diagonales vont travailler en tension et vont ramener cet effort-là au niveau de l'étage inférieur. À l'étage inférieur, on a toujours une charge de vent qui est appliquée, qui va être transmise par les planchers jusqu'au niveau des contreventements diagonaux et ensuite transférée par la diagonale jusqu'à l'étage inférieur. Hein? On rajoute sur cet étage-là encore les forces de vent qui cheminent à travers les planchers, qui les ramènent au niveau des contreventements, qui les ramènent via les diagonales à l'étage inférieur. Finalement, à l'étage inférieur, on a toujours notre charge de vent qui est appliquée sur le plancher, qui ramène ces efforts-là au contreventement, qui les transfère diagonales, qui va les ramener jusqu'au niveau des fondations. Donc, on voit au niveau des fondations, on va avoir deux réactions d'appui qui sont représentées ici par les grosses flèches bleues à chaque extrémité du bâtiment, qui vont ramener en fait l'ensemble des charges horizontales jusqu'au niveau des fondations. Comme nous l'avons vu précédemment, une structure est constituée de divers éléments, comme un pontage, des poutrelles, des poutres, des poteaux, des murs, des éléments de contreventement, etc., qui vont être assemblés les uns aux autres. Pour évaluer la charge maximale qui sollicite un élément structurel en particulier, nous allons introduire la notion d'aire tributaire. L'aire tributaire est définie comme la surface de plancher, dans le cas des charges verticales, ou la surface des murs, dans le cas des charges horizontales, qui est supportée par un élément structural donné. L'aire tributaire est relativement facile à évaluer si on comprend bien le cheminement des charges dans la structure. Les pages suivantes donnent quelques exemples d'aires tributaires pour des cas que l'on rencontre fréquemment. Comme premier exemple, pour illustrer la notion d'aire tributaire, nous allons considérer un plancher de type dalle sur poutre. À l'écran, nous avons une représentation schématique d'un tel plancher. Donc, sur la vue en plan qui est illustrée à l'écran, on a 4 travées de 8 mètres par 12 mètres. On s'aperçoit que notre structure, dans ce cas-là, est constituée d'une série de poutres dans l'axe des poteaux et on aurait une dalle qui serait déposée par-dessus les poutres. Pour déterminer la charge que supporte chacune des poutres, on va associer à chacune d'elles une aire tributaire. Cette aire tributaire va être obtenue en traçant des lignes bissectrices entre chacune des poutres. Donc, si je pars des poteaux et que je trace des lignes bissectrices à 45 degrés, je vais avoir les lignes qui sont illustrées ici en pointillé à l'écran. Donc, ces lignes-là vont déterminer certaines surfaces sur mon plancher. Donc, si je considère la première poutre, la poutre que je vais appeler la poutre A, la poutre qui est illustrée ici en haut de l'écran, j'ai représenté en jaune son aire tributaire. Donc, son aire tributaire, c'est la surface qui est délimitée par les lignes bissectrices. Donc, je vais considérer que toutes les charges qui vont être déposées sur cette surface-là vont être ramenées à la poutre A, qui ensuite va ramener ces charges-là au poteau, comme on l'a vu précédemment lorsqu'on a parlé du cheminement des charges. Donc, j'ai 4 poutres qui ont les mêmes conditions que je vois ici, qui ont exactement la même aire tributaire. Donc, je vais appeler dans ce cas-là les poutres A. Si je considère maintenant les deux poutres centrales, les deux poutres horizontales centrales, mon aire tributaire va être définie par la surface qui est représentée ici de couleur orange sur l'illustration. Donc, de la même façon, je vais considérer que toutes les charges qui vont être appliquées sur cette surface-là vont être ramenées à la poutre B qui va les ramener au poteau. Si je continue, je peux identifier les poutres C. J'ai les 4 poutres, c'est les 4 poutres verticales aux deux extrémités de ma structure que je vois à l'écran. Donc, pour chacune de ces poutres-là, mon aire tributaire va correspondre au triangle bleu qui est illustré ici à l'écran. Donc, de la même façon,
toutes les charges qui vont être appliquées sur cette surface-là vont être ramenées aux poutres C qui vont les ramener au poteau. Et finalement, je vais avoir mes poutres D qui sont mes poutres centrales dans l'axe vertical. L'horaire tributaire, dans ce cas-là, est représenté par la surface en bleu foncé ici à l'écran. Donc, de la même façon, toutes les charges qui vont être appliquées sur l'aire en bleu foncé à l'écran vont être ramenées aux poutres D qui vont les ramener au poteau. Donc, pour chacune des poutres, j'ai 4 types de poutres différents, A, B, C, D. Donc, pour chacune de ces poutres-là, je pourrais mesurer l'aire tributaire qui correspond à l'aire des surfaces qui sont représentées ici sur la vue en plan du plancher. Donc, si je calcule la surface de l'aire A, par exemple, c'est la surface en jaune pâle sur l'illustration, ben, je vais trouver que ça représente une aire de 32 mètres carrés. Pour mes poutres B vont supporter une aire tributaire 2 fois plus grande, donc une aire tributaire de 64 mètres carrés. Les poutres C vont reprendre une aire tributaire plus faible, c'est l'aire tributaire en bleu pâle à l'écran, qui va être égale à 16 mètres carrés. Et les poutres D vont supporter une aire tributaire qui est égale au double de celle des poutres C. Dans ce cas-là, mes poutres D vont supporter une aire tributaire de 32 mètres carrés. Donc, si je regarde au niveau de chacune des poutres, pour les poutres A et B, je m'aperçois que ces poutres-là vont supporter une charge qui va avoir un profil tel qu'il est indiqué à l'écran. Donc, un profil qui reprend la forme de l'aire tributaire. Donc, les charges sont nulles aux extrémités de ma poutre, sont maximum au centre. Donc, ils vont varier linéairement aux deux extrémités, puis ils vont atteindre un plateau au centre. Dans le cas des poutres C et D, ben, ces poutres-là vont supporter une charge triangulaire qui est nulle aux extrémités de la poutre, qui varie linéairement pour atteindre un maximum au centre de la poutre, tel qu'illustré à l'écran. Donc, dans le cas des poutres A et B, j'ai des poutres de 12 mètres de portée. Dans le cas des poutres C et D, j'ai des poutres de 8 mètres de portée. Donc, avec les aires tributaires qui sont données dans le tableau en haut à droite de l'écran, je pourrais facilement calculer la charge totale qui est reprise par chacune de ces poutres. Si je m'intéresse aux poteaux maintenant, de la même manière, je pourrais associer à chacun des poteaux. Je poursuis maintenant avec les poteaux, toujours pour mon plancher de type dalle sur poutre et poutrelle. Toujours en considérant mon système de plancher de type dalle sur poutre et poutrelle, je poursuis maintenant avec les poteaux, toujours pour mon plancher de type dalle sur poutre et poutrelle. Jusqu'à présent, on a toujours traité les charges comme des charges surfaciques. On pourrait illustrer la notion de charge linéaire en prenant un autre exemple qui est le cas. Pour terminer cette présentation, je vais illustrer la notion d'aire tributaire avec un exemple. Donc, on voit ici à l'écran un système de plancher qui est constitué d'une série de poutrelles parallèles qui s'appuient sur des poutres principales qui elles-mêmes ramènent la charge au poteau. Donc, si je considère une des poutrelles, par exemple ici, j'ai identifié en bleu une poutrelle à l'écran, donc l'aire tributaire de chacune des poutrelles va être obtenue très facilement. Ça correspond à la surface représentée en jaune à l'écran. Donc, c'est une surface qui a la même longueur que la poutrelle et qui a une largeur correspondant à l'espacement entre deux poutrelles principales. De la même façon, je vais associer une largeur tributaire à chacune des poutres principales. Donc, si je regarde la poutre ici, qui est illustrée à l'écran, son aire tributaire, c'est la longueur de la poutre fois sa largeur tributaire. La largeur tributaire correspond aussi à l'espacement entre deux poutres. Donc, si je regarde la charge qui va être prise vers cette poutre-là, je m'aperçois que ma poutre va reprendre une charge uniformément répartie qui correspond à la charge surfacique sur mon plancher fois la largeur tributaire. Dans ce cas-là, la poutre va ramener la charge à gauche sur le mur de fondation et à droite de l'écran sur le poteau. Donc, je m'aperçois que ma poutre va être en porte-à-faux au-dessus du poteau et va transmettre la charge totale d'une part au poteau et d'autre part au mur porteur à gauche de l'écran. Et finalement, si je m'intéresse au poteau, je vais identifier un poteau, par exemple le poteau ici, illustré en bleu à l'écran. Donc, de la même façon, je vais associer une aire tributaire
à ce poteau-là. Donc, cet air tributaire-là correspond à la surface en jaune ici à l'écran. Donc, je vais considérer que toutes les charges qui vont être appliquées sur cette surface-là vont être en fait transmises au poteau par l'intermédiaire des poutrelles et de la poutre principale. Donc, ceci termine la présentation sur les charges. Merci.